ceux que je n'ai pas le plaisir de connaître d'ores et déjà, donc je m'appelle Quentin Thomas, je suis interne de neurologie en fin de cursus et donc je travaille en étroite collaboration avec le centre de génétique. Alors habituellement, quand je fais la présentation à mes collègues neurologues, qui sont donc condescendants mais humbles et fort sympathiques, je fais toute une introduction sur les variants pathogènes, la neurogénétique, pour expliquer tout ça. Donc vu la qualité de l'audience aujourd'hui, non seulement ça ne me semble pas nécessaire, mais presque dangereux de m'aventurer sur ce terrain avec vous. Et je vais donc attaquer dans le vif du sujet, qui est les pratiques de prescription et nos tests diagnostiques disponibles en neurogénétique. Alors comme il a été beaucoup dit au cours de la journée, la grande difficulté avec nos pathologies en neurogénétique, c'est que nous avons affaire à une hétérogénéité clinique et génétique, et qu'au final, les spectres nosologiques se recoupent très largement. Je vous ai fait cette petite figure, mais elle est très imparfaite parce qu'en fait, tous les cercles, globalement, pourraient se chevaucher. Et il est donc devenu très difficile, maintenant qu'on a des centaines de gènes dans toutes les pathologies connues, de faire des diagnostics cliniques. Alors, quels sont nos outils en 2020, maintenant ça change un petit peu, en 2021, pour diagnostiquer ces pathologies? Grossièrement, jusqu'à très récemment, on avait donc deux grandes armes. Le panel de gènes, qui est donc une approche qui est fondamentalement guidée par la clinique, puisqu'on fait un panel de gènes de paraparésie spastique, un panel de gènes de mouvements anormaux, de leucodystrophie, qui est une approche qui a un intérêt d'avoir entre autres un coût moindre, surtout pour des panels raisonnés, des indications où on a peu de gènes, et de fait donc d'avoir un temps d'interprétation et une facilité de lecture qui est bien meilleure. Et puis dans certaines indications, ce sont des techniques qui peuvent être très efficientes, qui ont en revanche l'inconvénient que, eh bien, on a les données que ce sur conséquence, forcément. Donc pas de possibilité de réanalyse, recherche pour aller voir des nouveaux gènes qui seraient sortis, par exemple. Et puis, puisque c'est guidé par la clinique, vous pouvez vous faire forcément avoir par une présentation clinique qui serait atypique, une hypothèse à laquelle vous n'aurez pas pensé, ou une pathologie qui va évoluer, qui va se présenter avec, par exemple, un aspect très spastique au début qui va évoluer vers de l'ataxie en fin de maladie, par exemple. Donc ça, c'est une première approche qui existe et qui est donc toujours très utilisée. Sinon, l'autre technique, c'est donc le séquençage d'exomes, qui, lui, présente l'avantage de ne pas avoir de biais clinique, puisque vous allez faire d'emblée tous les exomes des gènes de vos patients. Pas non plus de biais de sélection dans la formation de votre panel, puisque forcément, quand vous créez un panel, le laboratoire va choisir des gènes. Qui peuvent être influencés parfois par les expériences locales d'ailleurs, qui vous offrent la possibilité de faire des réanalyses recherche, et qui a en revanche l'inconvénient ou l'avantage d'ailleurs de générer beaucoup plus de variants, et qui est plus coûteux, qui met plus de temps d'analyse avec des données de bioséquençage qui vont être également beaucoup plus volumineuses. Alors, jusqu'à très récemment, la pratique était plutôt de faire dans un premier temps le panel de gènes avec, en fonction des indications, le séquençage d'exomes qui était réservé plutôt à une approche de recherche, plutôt pour les cas compliqués, quand plusieurs examens négatifs avaient déjà été faits. Sauf que, à Dijon, puisqu'on a l'expérience du séquençage d'exomes dans des pathologies très hétérogènes que sont les pathologies neurodéveloppementales, et qu'on a un accès très facile à l'exome, se posait la question de l'efficacité de cet examen sur des pathologies plutôt neurodégénératives progressives. Donc l'idée était par ce travail, de répondre à cette question, est-ce qu'au final, le séquençage d'exomes, qui encore une fois jusqu'à très récemment était plutôt un examen de deuxième intention, ne serait pas pertinent, intéressant pour les maladies neurogénétiques progressives? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace si on le fait d'emblée, si on va direct à l'exome, sans forcément aucun autre examen génétique au préalable? Et puis, est-ce que c'est efficace aussi lorsque c'est fait en deuxième ligne, une fois que tout a déjà été fait, un panel, deux panels, une biopsie, 3 biopsies, 15 biomarqueurs, est-ce que ça vaut quand même la peine de faire un exome? C'était les questions qu'on s'est posées. Et puis pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un petit peu également en lumière avec l'actualité de prescription, qui est l'accès au génome. Est-ce que c'est toujours pertinent de faire de l'exome quand on peut faire du génome? Alors pour répondre à cette question, on a donc fait ce travail qui porte donc sur la cohorte des patients neurogénétiques de Dijon. Et donc l'idée était vraiment d'inclure tout patient qui était adressé au centre de génétique clinique du CHU de Dijon, qui n'avait pas de diagnostic, avec seul un grand critère d'exclusion, qui était l'absence d'anomalies au niveau du développement. L'idée derrière ça, c'était vraiment d'étudier des pathologies progressives dégénératives, de ne pas faire de neurodéveloppemental, parce que c'est des pathologies pour lesquelles on sait déjà que l'exome est très efficace. Et donc, le seul critère vraiment d'exclusion, c'était tout ce qui pouvait être un retard de développement, un retard de langage, une déficience intellectuelle, etc. Mais en revanche, quels que soient les antécédents familiaux, quel que soit l'âge de début, quel que soit également le bilan génétique qui avait pu être réalisé au préalable, eh bien, le patient pouvait être inclus. Et donc, nous réalisions
un séquençage d'exome dont la stratégie variait en fonction de la disponibilité de l'ADN des parents. Seule petite remarque, si cliniquement le clinicien suspectait une pathologie dont le mécanisme moléculaire ne pouvait pas être identifié par l'exome, typiquement les maladies à expansion de nucléotides, la recherche pouvait être bien sûr faite en parallèle. Alors sur cette période qui va à peu près sur 4 ans, 4 ans et demi, on a donc recruté 90 patients et vous voyez ici les pathologies concernées. Donc ça représente typiquement l'activité d'un centre taille Dijon, donc c'est-à-dire qu'on fait tout, on voit tout, des ataxies cérébelleuses, beaucoup de pathologies neuromusculaires également, des paraparésies spastiques, des mouvements anormaux. Alors dans le neuromusculaire, on a aussi bien des neuropathies héréditaires que des myopathies. Dans le mouvement anormal, on avait Parkinson précoce, des mouvements parocystiques. Et puis, 11 patients pour lesquels en fait, la présentation clinique était très complexe, très syndromique, pour lesquels il n'y avait pas forcément de diagnostic clinique. Et plutôt que de s'efforcer à leur mettre une étiquette et à les bourrer dans un cas de diagnostic, on a dit, bon, bah voilà, on les met dans une boîte à part, on les appellera hautes. C'est comme ça qu'on les a montrés, qu'on les a référencés dans l'article. Et voilà. Donc sur ces 90 patients, vous voyez une répartition à peu près 50-50 hommes-femmes. Et puis en termes d'âge de cohorte, on avait aussi bien des enfants que des adultes, avec un âge moyen, vous voyez, aux premiers symptômes, à 26 ans. Alors quand on regarde un petit peu plus en détail les caractéristiques de la cohorte, vous voyez, 70% des patients sont des cas sporadiques, avec des transmissions qui pouvaient être variables. En termes de bilan génétique antérieur, donc ça évolue un petit peu au fur et à mesure des années, mais 67% des patients avaient eu un bilan génétique préalable, donc ça c'était jusqu'à 2018. Plus ça va et en fait plus on a tendance à faire l'exome en première intention. En termes de bilan, vous voyez donc très peu de CGH, puisqu'on a dit qu'on évitait au maximum le neurodéveloppemental, donc c'est assez logique. Beaucoup de ciblés, donc ça c'est surtout les patients qui ont pu être vus en 2015-2016, on faisait encore beaucoup d'analyses ciblées, et puis c'est toutes les recherches de maladies à expansion. 15 patients qui avaient eu un panel, et puis des séquençages d'ADN mitochondriaux. Et donc vous voyez, sur cette cohorte, un tiers des patients qui a eu l'exome en première intention. Et puis un élément intéressant aussi, on verra pour la discussion, c'est que finalement, sur tous ces patients, la très 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 grande majorité, 90% des patients ont eu l'exome en solo, donc sans ADN parental. Alors, en termes de rendement diagnostic, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, sur l'ensemble de la cohorte, on est à 42% de diagnostics positifs. Donc, pour l'article, on s'était arrêté en 2018. Pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai ajouté 1 an et au final, on perd un petit peu. On était moins bon en 2019, mais globalement, les chiffres sont stables. On est à peu près un petit peu au-dessus de 40%. Et puis, vous voyez, par sous-cohorte, donc c'est assez variable. Les bons élèves sont vraiment le neuromusculaire et les paraparésies spastiques pour lesquels on obtient des rendements qui sont vraiment très bons. Pour tout ce qui est ataxie et mouvements anormaux, on a des chiffres qui sont tout à fait superposables avec ce qu'on voit dans la littérature. Et puis ce fameux groupe-là, avec des patients qui ont des présentations très atypiques, pour lesquels on n'arrive pas forcément à mettre un diagnostic clinique, vous voyez qu'au final, c'est presque ceux pour lesquels on obtient le plus de diagnostics, ce qui est assez intéressant, parce que ce n'est pas forcément au final parce qu'il est dur de mettre un diagnostic clinique que vous n'obtiendrez pas de diagnostic moléculaire derrière. En ce qui concerne, quand on regarde un petit peu vis-à-vis des sous-groupes, vous voyez que les patients qui ont eu l'exome en première intention, c'est 47% de diagnostic, donc visiblement un bon rendement d'emblée. Et puis, même pour les patients qui ont eu un bilan assez exhaustif, il y a eu parfois plusieurs panels qui ont été faits en amont, on est à 40% de rendement diagnostic. En ce qui concerne les antécédents familiaux, d'Amned, vous voyez, pour les cas familiaux, 38%, et au final, pour les sporadiques, pour lesquels on pourrait s'attendre à avoir peut-être un rendement plus faible, 44%. Et puis, en ce qui concerne la stratégie d'exome, vous voyez, les patients qui ont eu un exome en solo, 44%, et au final, les trios, on est presque plutôt en dessous, mais avec un nombre de patients bien moindre. Alors, je passe très rapidement sur ce dossier, c'est pour illustrer l'intérêt du séquençage d'exome avec un cas un peu illustratif, celui d'une jeune fille de 3 ans qui venait initialement pour un trouble de la marche, avec cliniquement une ataxie cérébelleuse, sporadique, avec une notion de consanguinité dans la famille, et puis qui a un tableau qui a évolué très progressivement au cours des années, avec une régression psychométrique, une encéphalopathie, et un tableau vraiment de régression sévère. Elle perd la parole et la marche aux alentours de 11-12 ans. Alors cette jeune patiente, elle a vu beaucoup de centres, beaucoup de cliniciens différents, elle a eu un bilan très exhaustif, et puis finalement, le diagnostic clinique a été retenu, c'était celui d'une cytopathie mitochondriale, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'exome.
Et vous voyez, en fait, on lui a trouvé un variant Fonsens homozygote Krat. Et donc, on retombe sur les présentations d'aujourd'hui. C'est vraiment magnifique ce qui se passe aujourd'hui. C'était une NBI, en fait, cette patiente, avec, vous voyez, l'accumulation en fer sur le T2 écho de gradient que vous avez sur l'image de gauche. Alors, l'exome, c'est merveilleux. Bien sûr, je vous en ai convaincu. Il y a quand même des mécanismes qui échappent à l'exome qu'il faut garder à l'esprit. On a eu 4 faux négatifs sur notre cohorte. Et au final, sur ces 4 patients que je vous laisse regarder, c'est toujours des mécanismes qui vont échapper à l'exome. Une grande délétion intragénique, des expansions, en particulier des expansions introniques pour le SCA36, un syndrome Kernser avec une grosse délétion mitochondriale. Et puis, pour ce patient-là, pour la sarcoglycanopathie, eh bien, le premier variant a été identifié en exome, et en fait, le deuxième hit, on allait le chercher en génome, c'était une grosse délétion intronique qui emportait l'exon 6. Donc, il faut retenir malgré tout que il y a des faiblesses vis-à-vis des mécanismes qui sont vraiment essentiels à l'exome et qui doivent être gardés à l'esprit lorsque vous prescrivez un examen comme celui-ci. Dans tous les cas, pour au moins 2 des patients, le suivi clinique reste pertinent parce que vous voyez que pour 2 patients, au final, c'est l'évolution clinique et le suivi rapproché qui a permis de formuler des nouvelles hypothèses et qui a motivé la prescription des examens complémentaires. Alors, en conclusion, à la lumière de ces examens, l'exome réalisé vraiment, encore une fois, on avait vraiment une dynamique de faire de la vraie vie, hein, sans biais de recrutement pour les maladies progressives neurologiques. Reste un examen qui est vraiment très pertinent, très puissant, 42% de rendement. Et puis à l'ère du génome, eh bien, les 2 grandes situations pour lesquelles les patients n'ont souvent pas accès au génome, c'est les patients qui ont des cas sporadiques, en particulier sporadiques tardifs. Et donc vous voyez qu'en ce qui concerne l'exome, pour ces cas-là, l'exome reste intéressant, donc ça peut être quelque chose à garder à l'esprit. Et puis le deuxième facteur limitant pour le génome, c'est souvent l'accès à l'ADN des apparentés. Et donc là, nous, on avait un tiers des patients pour lesquels il n'y avait pas du tout d'ADN et 9 patients sur 10 pour lesquels ça a été fait en solo par défaut d'ADN parental. Et même dans ces cas-là, vous voyez, on avait des rendements à 40-44%. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dit, l'exome reste intéressant aussi bien lorsqu'il est réalisé en première intention, ça on n'en avait pas 12, mais en deuxième également. Sur les 15 patients qui ont eu un panel, il y en a quand même 7 pour lesquels l'exome a rattrapé un diagnostic derrière. Alors vis-à-vis des gènes, c'était beaucoup de gènes très rares, qui ne sont donc pas forcément inclus dans les panels, parce que très coûteux pour trouver 1 ou 2 patients sur quelques années. Il y avait aussi beaucoup de gènes qui étaient nouvellement décrits, donc peut-être pas encore inclus dans les panels. Et puis il y avait un gène mitochondrial, puisqu'on a une capture mitochondriale sur l'exome à Dijon. La force de l'exome, je vous l'ai dit, avec les cas cliniques que je vous ai montrés en particulier, c'est vraiment cette approche pangénomique qui évite les biais qu'on peut avoir par rapport à l'hétérogénéité clinique en particulier. Et puis, malgré ce que peuvent dire certains détracteurs, en cas de séquençage d'un examen pangénomique, eh bien, l'expertise clinique reste fondamentale, aussi bien en amont qu'en aval de la prescription, pour faire les diagnostics, entre autres avec la technique de phénotypage inverse, comme on dit. Et puis, pour terminer, gardez à l'esprit malgré tout que l'exome a des faiblesses, en particulier vis-à-vis de certains mécanismes moléculaires, variants pathogènes introniques, grande délétion. Qu'en cas d'examen, on peut aller plus loin. On a vu l'exemple avec notre patient pour lequel on allait en génome. Et puis, pour le plaisir de finir en lançant un pavé dans la mare, ces examens pangénomiques qu'on utilise de plus en plus doivent peut-être nous amener à repenser un peu la place des examens complémentaires, parce qu'on a des patients qui ont des bilans parfois extrêmement exhaustifs et extrêmement coûteux avant d'arriver au NGS. On a vu un patient qui a eu 3 biopsies musculaires avant d'arriver à l'exome, ce qui paraît presque invasif. Peut-être on pourrait fonctionner à l'envers, faire du pangénomique avec bien sûr un phénotypage de qualité, clinique, EMG, paraclinique, ophtalmo-ORL, et puis utiliser tous les biomarqueurs qu'on aime, peut-être pour valider des variants. On a eu le cas comme ça avec un patient SPG5, on avait un hit, on a fait les oxystérols qui étaient positifs, et du coup on allait chercher le deuxième hit en génome. Je vous remercie pour votre attention, je remercie bien évidemment toute l'équipe clinique et du laboratoire du CHU de Dijon pour m'avoir aidé dans ce travail. Merci beaucoup, Quentin. On a une question en ligne. Ah, c'est la toute super. première. En plus, elle vient de l'Est. C'est Claire Evenchik qui la pose. Elle te pose la question, Quentin. L'Est de Necker, du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Quel âge de début moyen pour cette cohorte? Alors, justement, je l'avais mis en gros, âge moyen au premier symptôme, 24 ans, et l'âge médian, 20 ans. Mais on a vraiment les deux extrêmes. On n'a pas de très très jeunes, parce que souvent, du coup, ça exclut énormément de patients pour Dijon, mais quand il y a des pathologies qui vont commencer très jeunes, que ce soit des ataxies DPS, souvent il y a un retard
un retard à l'acquisition de la marche, mais qui est lié par exemple à l'atteinte cérébelleuse, pas tellement un côté développemental, mais de principe, ces patients, on les a exclus pour avoir une cohorte qui était homogène. Mais on a vraiment les deux extrêmes, on a enfants, adolescents, on a, je crois que le plus vieux, c'est un patient qui a début de symptômes un peu au-delà de 60 ans. Donc voilà, ça représente la pratique clinique qu'on a au quotidien. Une question là. Pour les patients qui ont eu l'exome first, est-ce qu'il y avait beaucoup de gènes causales qui étaient finalement dans le panel? Oui, il y a des classiques, hein, absolument. Il y a des SPAS, il y a des SPG4, oui, tout à fait. Et ça correspond à combien de pourcents à peu près? Je n'ai pas regardé, c'est une très bonne question. Je ne saurais vous dire, mais oui, bien évidemment. C'est aussi sûrement pour ça que le rendement en première intention est excellent, parce qu'on rattrape on a non seulement les diagnostics classiques, mais on a en plus les diagnostics un peu rares, entre guillemets, quoi. Ok, merci. Tu peux nous dire si dans les 11 patients dont le diagnostic clinique était difficile, est-ce que le diagnostic moléculaire a permis de retourner à... Typiquement, la NBI, ça a été ça. Effectivement, on est retourné à l'IRM, on a refait lire les IRM par les neuroradios, qui nous ont dit, oui, en T2 écho de gradient, il y a un hyposignal des pallidum, désolé. Donc oui, tout à fait. D'accord. Oui. je vois même les meilleurs Bordeaux neurologues... s'extasie. Cyril, tu attends le micro. Moi, je profite de la présence d'illustres collègues, tant neurogénéticiens que neurologues, surtout condescendants et humbles, mais très connaissants, en tout cas des sachants. Est-ce qu'on peut m'expliquer la différence entre neurodégénérescence et neurodéveloppement, s'il vous plaît, à l'heure d'aujourd'hui? Non, mais la barrière est extrêmement compliquée, et on est bien d'accord, parce que de toute façon, dans les pathologies qu'on dit neurodégénératives, on a des cas très précoces. La barrière, elle est clinique, elle est finalement plus intellectuelle qu'autre chose, et du coup, nous, on a exclu énormément de patients, puisque la porte d'entrée à Dijon, elle est souvent beaucoup par le développement, donc il y a presque le double de patients qui ont été exclus, parce que il y avait un petit retard à la marche, etc. Mais on est d'accord que finalement, c'est juste la traduction de l'atteinte, de la structure atteinte. Donc... l'un n'exclut pas l'autre. Tout à fait. Puis la mutation étant tout le temps là, par définition, à partir de quand elle s'exprime, quand on creuse à l'interrogatoire, d'ailleurs, c'est toujours assez intéressant. Les diagnostics, l'âge au premier des symptômes, on peut toujours tirer de 5 ans, 10 ans.